Chaque année, 70 000 Français parcourent l'Hexagone à la recherche de trésors en tout genre. D'après le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, sont répertoriées quelques 5 000 épaves et leur nombre effectif monte à 20 000. L'autorité chargée de la conservation du patrimoine historique estime que le nombre d'épaves sous juridiction française serait compris entre 100 000 et 150 000. Ça ne vous suffit pas ? D'après l'UNESCO, 3 millions d'épaves sont en train de boire la tasse quelque part sous l'eau. Et 40% des métaux précieux extraits par l'homme depuis l'Antiquité y reposeraient aussi. Ça représente une valeur difficilement estimable, mais on en a quand même une petite idée. Alors, en avant pour la chasse au trésor. Bon, étant donné qu'on n'a pas tout à fait les équipements pour explorer plus loin que la piscine du coin, je vous propose de rester sur Terre, mais ne vous inquiétez pas, nous ne chasserons pas que du ratata, car il y a aussi d'incroyables trésors enfouis sous nos pieds, pas que dans les coffres de nos dirigeants d'ailleurs. Voici donc 4 trésors activement recherchés, dont seuls les héros qui perceront leurs énigmes pourront y accéder. À la base, cette chasse au trésor française aurait dû être résolue en moins de 14 mois, d'après ses créateurs, Max Valentin et Michel Becker. Lancée le 15 mai 1993 et toujours enfouie en 2017, la Chouette d'or est la chasse au trésor la plus longue. Pourtant, les 11 énigmes qui l'accompagnent, sous forme de textes et d'images, ont été vendus plus de 80 000 exemplaires, et bien que l'ouvrage de 40 pages les contenant ne se vende plus aujourd'hui, il reste téléchargeable en ligne. Une véritable communauté se développe depuis le lancement de la chasse, un site internet contenant un forum a été lancé, on y partage même la résolution des énigmes. Une bonne partie des énigmes a d'ailleurs été résolue. Vous pouvez y accéder librement et vous ne serez pas le seul à le faire, car chaque mois le site enregistre environ 8000 visiteurs et 214 pages visionnées. Les organisateurs ont laissé toute une tripotée d'indices pour permettre aux chasseurs de retrouver le clou de cette chasse, une chouette enterrée entièrement en bronze. Chouette que l'on échange ensuite contre l'original, d'une 50aine de centimètres d'envergure, pour un poids de 10 kg d'or, d'argent et d'ornements de diamants. Au début de la chasse, sa valeur était estimée à 150 000 €, mais vaut bien plus aujourd'hui, car de nombreux collectionneurs font monter l'enchère et proposent pas moins d'un demi-million à celui qui la retrouvera. 16 ans après le lancement de la chouette, le 24 avril 2009, Max Valentin décède. Max a cependant anticipé son décès et pris ses dispositions pour que la chasse continue sans perturbation après lui, laissant tout de même derrière lui une horde de passionnés, tristes et sans réponse. Forrest est un Américain de 85 ans, pilote de chasse retraité, collectionneur et marchand d'art à Santa Fe. Il lance en 2009 une chasse au trésor qui n'est toujours pas terminée. Dans son autobiographie The Thrill of the Chase, il ajoute un poème de 6 strophes. Ce dernier contient 9 indices dissimulés permettant de trouver la position du trésor. C'est un coffre contenant des pépites d'or, des pierres précieuses et d'anciennes reliques, totalisant une valeur d'environ 2 millions de dollars. Le millionnaire précise quand même que son coffre est enterré entre le Nouveau-Mexique et le Canada. À ce jour, des milliers de chasseurs ont tenté leur chance, et dans l'échec et le désespoir submerge Forrest de mails. Ce à quoi il s'amuse à répondre: je ne dis pas que c'est facile, mais ce n'est pas impossible. C'est pas sûr que sa réponse ait plu à tout le monde, il y en a même qui ont voulu aller creuser dans la tombe de sa famille, tout simplement. Alors, cette histoire est assez sympa, mais attention, il faut suivre. Il y a 2 personnages, Bill et Maurice. Maurice tient un hôtel dans lequel Bill viendra loger. Dans cet hôtel, les 2 hommes se lieront d'amitié et en 1822, Bill laisse un coffre verrouillé à Maurice. Il demande de le garder précieusement et repart. Quelques semaines plus tard, Maurice reçoit une lettre de Bill qui lui indique que si personne ne vient réclamer le coffre d'ici 10 ans, alors il devra l'ouvrir. Il y trouvera des lettres aux messages cryptés qu'il pourra déchiffrer avec une méthode que lui enverra Bill dans une autre lettre. Finalement, il ne reçoit plus aucune lettre, personne ne vient réclamer le coffre et décide donc 13 ans après de l'ouvrir. Il y découvre une lettre expliquant que Bill et ses amis, pendant une partie de chasse, ont découvert un gisement qu'ils ont exploité et en ont planqué le butin. Maurice apprend que Bill lui a laissé le coffre pour le garder en sûreté et permettre aux familles des membres de l'expédition de venir le chercher en cas de drame si l'équipe de Bill venait à disparaître. Et pour éviter que qui que ce soit touche au trésor, il crypte les lettres. Maurice tentera en vain de déchiffrer le code et avant de mourir finit par confier le coffre et toute l'histoire à un de ses amis qui la rendra publique en 1885. Cet ami, qui est resté anonyme, a réussi à déchiffrer la 2e lettre. Voici comment il s'y est pris. Alors, voilà donc notre alphabet. Dans un premier temps, on va associer chaque lettre à un nombre. Donc pour chiffrer, on va transformer notre phrase en nombre et inversement, pour la déchiffrer, on va transformer ces nombres-là par la lettre qui lui est associée. Voilà, ça c'est une clé de chiffrement. Maintenant que vous avez compris le principe et comment ça fonctionne, je vous propose de la complexifier un petit peu plus, parce que là, vu la difficulté, on pourrait la retrouver dans une énigme de Mickey Parade. On va reprendre notre même procédé, mais on va pas utiliser l'alphabet dans l'ordre, ou alors on va utiliser un mot ou une phrase. Voilà, donc avec cette clé, c'est la même technique, le K devient 1, le O devient 2, le U devient 3, etc. Pour vérifier que vous avez compris, essayez de déchiffrer le message 432. Eh bien, bravo à toi si tu as trouvé, tu dois être un génie incroyable pour avoir découvert que 432 veut dire duo.
Bon, déjà on se rend compte que si on devait décrypter le message sans la clé de chiffrement, eh bien ce serait déjà un petit peu plus compliqué. Mais on pourrait toujours y arriver, par exemple en comparant la structure des mots de la langue. Bon, on va se rendre compte qu'il y a des lettres qui se répètent plus souvent que d'autres, que certaines sont toujours suivies ou assez souvent suivies de certaines lettres. Et en construisant comme ça des relations, on va construire petit à petit et on va avancer en faisant des hypothèses, mais on va réussir à avancer lettre par lettre et au final on va y arriver. Évidemment avec les ordinateurs ça fait gagner énormément de temps. Mais vous vous doutez bien que la clé qui a été utilisée par Maurice n'est pas aussi évidente que cela. En fait maintenant essayons d'utiliser cette phrase. Vous aurez sûrement remarqué que plusieurs lettres se répètent et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de prendre une phrase. Par exemple, si on veut utiliser la lettre I, eh bien on va pouvoir utiliser le 3, le 8, le 20, le 22, le 50, le 52, ce qui, une fois le message chiffré, va empêcher de pouvoir regarder quelles lettres se répètent. Ce qui fait que plus la clé de chiffrement sera longue, moins les nombres vont se répéter, cassant alors toute similitude avec une structure particulière. Maurice a utilisé des textes différents pour crypter chacune de ces lettres. Comme on l'a vu précédemment, la deuxième a été déchiffrée et elle a été en utilisant la déclaration d'indépendance des États-Unis. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que chacun des nombres fait référence à la première lettre d'un des mots de la déclaration. Autrement dit, pour savoir à quelle lettre correspond le nombre 432 par exemple, eh bien il va falloir aller chercher le 432e mot de la déclaration. On prend ensuite la première lettre de ce mot et on passe au nombre suivant. C'est donc avec le même procédé que vu précédemment, mais juste avec la première lettre du mot. Voilà, maintenant que vous maîtrisez les bases de la cryptographie, eh bien vous allez peut-être vouloir vous lancer et essayer de découvrir où se cache le trésor que ces lettres renferment. Toutefois, avant tout, Wikipédia attire notre attention sur plusieurs points que vous devriez prendre en considération avant de vous lancer. Et oui, ça fait partie du jeu. La Seconde Guerre mondiale aura fait disparaître pas mal de trésors, et c'est notamment le cas de l'or et des diamants d'Hitler. Bonne nouvelle, une partition permettrait de les retrouver. Oui, oui, une partition de musique. Récemment, un Allemand a revendiqué sa résolution et nous indique même la position de la fortune. Pas de bol, c'est sur un terrain militaire protégé dont l'accès est strictement réservé. Pour y pénétrer dans le cas de fouilles archéologiques, eh bien il faut demander l'accord du ministère de la Défense. Ce dernier déclare d'ailleurs qu'il n'a jamais reçu de requête pour cette zone. Bon, sauf qu'on n'est pas plus avancé là. Cyril nous donne une localisation qui est compliquée d'accès sans nous donner la méthode de la résolution de l'énigme. Ce qui à mon avis fait plus penser à un buzz inutile qu'à une réelle découverte. Car pour le moment, pas de trésor en vue. Cependant la partition, elle, existe bien et si elle cache un trésor, alors le mystère demeure non résolu. Voilà, j'espère avoir attiré votre curiosité et vous avoir donné envie, pourquoi pas, à votre tour, de tenter de résoudre ces énigmes. Si vous le faites, lancez une petite discussion dans les commentaires, ça peut être vraiment sympa. Sinon, tu peux aussi jeter un œil à ma chaîne pour toujours plus de contenu dans ce genre et de la musique. Enfin bref, à bientôt!